Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, nouvelle vidéo pour parler de l'histoire des Chicago Bulls. Et puis bon, voilà, on va partir sur enfin des trucs un peu plus positifs, hein, parce que bon, les dernières vidéos c'était quand même pas forcément extraordinaire. Mais bon, là, avec les événements de la fameuse draft 1984, on va quand même partir sur quelque chose de plus réjouissant. Donc il y a cette fameuse draft le 19 juin 84 où les Bulls ont le pick numéro 3. On va refaire un petit peu l'histoire. Houston a le pick numéro 1 et choisit bah, très logiquement Hakeem Olajuwon, parce que bon, c'est encore dans les. Comment dire? À l'époque en NBA, si tu veux construire une équipe capable de viser le titre, voilà, ça passe par un pivot, quoi. C'est le joueur, voilà, tous les ballons passent par les joueurs intérieurs, un pivot ou au moins un poste 4, mais en tout cas des intérieurs qui sont vraiment dominants. C'est la méthode numéro 1 à l'époque en NBA pour essayer de gagner un titre. Euh, donc les Bulls prennent Olajuwon, enfin les Rockets prennent Olajuwon, mais les Bulls avaient dit s'ils avaient eu le pick numéro 1, ils auraient pris Olajuwon aussi. Donc tu vois, petit lapsus révélateur au final. Mais bref, Portland a le choix numéro 2 et c'est là que ça va beaucoup faire parler parce qu'ils sélectionnent Sam Bowie, donc eux aussi ils prennent un pivot qui fait 2,16 m, qui se justifie par le fait qu'ils avaient déjà Clyde Drexler en poste 2 et qui avait fait une excellente saison. Donc du coup, ils n'avaient pas spécialement besoin, entre guillemets, de récupérer Jordan, sachant qu'en plus, à l'époque, personne n'imaginait que Jordan deviendrait ce qu'il est devenu par la suite, tout le monde l'appelle le GOAT, etc. Donc avec Clyde Drexler, ils se disent, on est déjà bon en poste 2, on n'a pas besoin de prendre Jordan. Donc ils prennent Sam Bowie, qui, malheureusement pour lui, aura sa carrière ruinée par beaucoup de blessures, il n'aura jamais vraiment pu exprimer tout son potentiel, parce que c'était plutôt un bon joueur. Mais voilà, beaucoup de blessures et de soucis de santé. Et donc les Bulls se retrouvent avec le pick numéro 3, Jordan est dispo, bon il n'y a pas à hésiter, hein, Jordan devient un joueur des Bulls. Et il y a une anecdote assez sympa dans cette draft aussi qui concerne les Bulls, c'est-à-dire que à l'époque, ça allait jusqu'à 10 tours de draft. Tu vois, les joueurs pouvaient prendre 10 joueurs qui ensuite venaient au training camp et pour essayer de gagner un contrat et s'il restait une ou deux places dans le roster, voilà, mais enfin, généralement, c'était des joueurs qui venaient faire le training camp et qui après n'avaient pas de contrat parce que voilà, ils n'étaient pas forcément assez bons pour ça. Mais en tout cas, il y avait voilà, une dizaine de tours à la draft et avec leur choix au 10e tour, le pick 208, les Bulls font un pari assez insensé puisqu'un un des scouts l'avait repéré à l'université. Il sélectionne Carl Lewis. Ouais, le Carl Lewis qui va devenir star mondial de l'athlétisme par la suite. Parce que justement, un des scouts des Bulls a dit il a des qualités athlétiques assez monstrueuses. Si jamais on arrive à le faire venir vers le basket, tu vois, on peut peut-être en faire quelque chose de potable, tu vois, ou un joueur intéressant. Sauf que Carl Lewis, pas du tout intéressé par ça, il dit j'aime bien le basket, j'aime bien jouer, mais voilà. Mais par contre, ouais, j'ai pas envie de faire carrière là-dedans, je vais me concentrer sur l'athlétisme. On a vu par la suite que ça lui a donné quand même pas mal raison. Mais voilà, c'était une anecdote assez intéressante. Donc Jordan arrive à Chicago après avoir remporté les Jeux Olympiques à Los Angeles, une belle médaille d'or pour lui, la première. Et déjà là, voilà, avec ses dunks spectaculaires et voilà, des actions qui font tous les highlights, euh, sa cote de popularité est déjà bien développée un petit peu partout aux US avant même de débuter en NBA. Donc il arrive à Chicago et comme il le dit dans le reportage The Last Dance que vous devez absolument regarder, hein, si c'est pas déjà fait, il faut absolument vous y mettre. Voilà, il explique j'arrive à Chicago, je suis rookie, je peux pas encore, tu vois, gueuler sur tout le monde, donner de la voix, etc. Mais par contre, je vais leur montrer que c'est moi qui bosse le plus. Et comme le dit Rod Thorne, le general manager, au bout de 2 semaines, tout le monde savait que Jordan était le meilleur joueur de l'équipe. Et les mecs, ils poussent tout le monde aux entraînements, tu vois, t'es fatigué, allez, c'est pas grave, reviens, continue, on s'entraîne, on s'entraîne. Voilà, vraiment détermination, combativité, tu vois, il pousse tout le monde. Et il fait ses débuts contre Washington, où il marque 16 points et les Bulls s'imposent. Mais c'est les deux matchs d'après, les matchs 2 et 3 de la saison, double confrontation contre les Bucks qui vont vraiment asseoir tu vois, comment dire, ce leadership. C'est-à-dire que donc il y a le match 2 de la saison à Milwaukee où Jordan a la balle de la victoire dans les mains mais fait un airball au buzzer. Et le match suivant, 2 jours après, les deux équipes se retrouvent à Chicago et les Bucks mènent de 9 points au début du quatrième quart-temps. Et Milwaukee est une équipe qui est beaucoup plus forte que les Bulls. Ils ont des All-Stars, etc. Ils ont de l'expérience, ça fait des années qu'ils vont en playoff.
Et ça fait des années surtout qu'ils tapent les Bulls à chaque fois. Donc les Bulls sont un peu découragés. Ils disent bon bah tant pis, on reviendra pas dans ce match-là, on passera au suivant, on essaiera de gagner le prochain. Et Jordan il est là sur moi, il fait mais vous déconnez les mecs, il y a que 9 points de retard, ça va, c'est quand même. Il dit à son coach Kevin Loughery, il fait remets-moi sur le parquet, moi j'ai envie de jouer, je vais leur montrer. Et effectivement, il leur montre, Jordan finit avec 37 points, 6 interceptions, mais surtout il marque 20 des 26 derniers points de son équipe. Et les Bulls s'imposent 116-110 sur ce match-là. Et là, au niveau du coach, de son staff et des joueurs, tout le monde se dit ok, bon, bah, le gamin, il va pas nous laisser dans la merde, il va nous pousser au cul et il va falloir qu'on s'adapte et qu'on suive. Et c'est à partir de là que Jordan commence un petit peu à imposer son leadership et à montrer à tout le monde que voilà, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Donc les Bulls font quelques petites victoires, ils sont à 7-2 après un match contre les Spurs où Jordan met 45 points, son premier match à plus de 40 points dans la ligue. Il va faire un autre match à 45 points juste après Noël contre Cleveland, et les Bulls sont à ce moment-là à 16 victoires, 14 défaites, ce qui est très honorable après 30 matchs, en course pour les playoffs, etc. Mais entre ce match-là et la coupure All-Star début février, ça va être un peu plus compliqué parce que déjà il y a le manque d'expérience dans cette équipe. Il y a Caldwell Jones qui a 34 ans, mais derrière ça, et 10 ans en NBA. Derrière ça, il y a Dave Corzine qui a 28 ans et 5 saisons en NBA. Mais après, tout le reste, c'est 23, 24, 25 ans, 2, 3 saisons dans la ligue. Donc voilà, au niveau expérience et leadership, c'est encore très, très faible dans cette équipe. Même le coach, Kevin Loughery, il a une expérience, mais qui n'est pas monstrueuse. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a les problèmes d'indiscipline, de drogue, d'alcool, qui sont légion en NBA. Hein. C'est un peu répandu dans toute la ligue, mais donc pas que à Chicago. Mais c'est vrai qu'à Chicago, entre Orlando Woodridge, entre Quentin Daly, pour n'en citer que deux, c'est très prononcé. Et du coup, bon, voilà, il y a les joueurs qui arrivent en retard, qui se pointent même pas au match des fois. Donc c'est vrai que c'est parfois compliqué pour trouver un équilibre. Et donc Chicago arrive, les Bulls arrivent à la coupure All-Star avec Jordan qui est titulaire pour l'Est, pour ce All-Star Game. Première saison, tu vois, il a déjà tellement marqué les esprits qu'il est titulaire pour l'équipe de l'Est. Et ça plaît pas forcément à tout le monde. Il y a plusieurs joueurs qui se disent attends, c'est qui ce gamin avec son attitude, ces chaînes en or là qui vient faire le malin. C'est encore pas sa ligue, hein, on est encore là nous et on va lui montrer qui on est quoi. Et donc il y a Isaiah Thomas. Euh, dans les histoires, c'est lui qui aurait organisé ça, c'est ce qui restera comme le freeze-out game, c'est-à-dire on lui file pas la balle, on fait nos trucs, mais voilà, on le met de côté un petit peu. Et au final, Jordan ne va prendre que 9 tirs sur ce match, il va faire 2 sur 9, marquer 7 points, et voilà, il va appeler le ballon comme ça, ouais, mais personne ne lui file la balle. Et donc, donc il va être très très déçu de cette première expérience All-Star. Et le match suivant, à la reprise, c'est contre les Pistons. Et comme il est persuadé que c'est Isaiah Thomas qui a fait le coup, il se dit ok, je vais vous montrer. Et là, il démonte les Pistons, 49 points, 15 rebonds, victoire en prolongation. Donc, c'est une petite vengeance personnelle. Derrière ça, bon, les Bulls ont un petit peu de mal à enchaîner parce que voilà, toujours le manque d'expérience et puis le manque de discipline globalement. Donc il y a 2-3 victoires par-ci, 2-3 défaites par-là, c'est pas très constant. Mais Chicago finit par accrocher la 7ème place de la conférence Est et se qualifie pour les playoffs avec un bilan de 38 victoires, 44 défaites qui est plutôt honorable. C'est déjà un sacré bond en avant par rapport aux saisons précédentes. Michael Jordan, très logiquement, après une saison rookie phénoménale où il a déjà conquis tout le monde, est élu rookie de l'année, il tourne à 28,2 points par match, il est déjà 3e meilleur scoreur de la ligue, il est 4e aux interceptions, euh, il, est, euh, il est élu dans le 2e meilleur 5 de la ligue aussi, donc il a déjà fait sensation dès sa première année. Donc les Bulls retournent en plus en playoff, ça fait venir du monde à la salle parce que, on l'avait dit la saison précédente, il y avait 6400 spectateurs de moyenne, là on est à un petit peu moins de 12 000, donc ça a quasiment doublé. Euh, donc il y a un engouement qui se crée autour de Jordan, plus particulièrement parce que les Bulls, dans l'ensemble, pas spécialement encore, parce que les joueurs autour, voilà, avec tous leurs soucis, c'est pas trop ça, mais bon voilà, il y a Jordan qui voilà, attire vraiment du monde, les télés, etc., les médias. Et donc il y a cette série de playoffs contre les Bucks, mais bon, les Bucks avec leur expérience, pour le coup.
Et des joueurs comme Terry Cummings et Sidney Moncrief voilà, sont évidemment favoris. D'ailleurs, le duo cumule 52 points au premier match et permet aux Bucks de s'imposer assez largement. Au match 2, bah, même chose, victoire des Bucks, même malgré 30 points de Jordan, mais ça ne suffit pas. La série arrive à Chicago, et Jordan cette fois-ci en claque 35, avec un jumper ligne de fond à 23 secondes de la fin qui sera finalement le shoot de la gagne. Chicago va s'imposer 109-107 et donc gagner son premier match en playoff depuis 81. Malheureusement, ça ira pas plus loin. Au match 4, Milwaukee s'impose et voilà, il suffit de 3 victoires encore au premier tour pour se qualifier pour le tour d'après. Donc voilà, Milwaukee à l'expérience et fort logiquement s'impose 3-1 dans cette série de playoffs. Mais voilà, Jordan a démontré tout son talent sur cette première saison. Le public revient au Chicago Stadium, il y a un engouement autour de lui. Donc du coup, le nouveau propriétaire de la franchise et le nouveau general manager se frottent un petit peu les mains. Parce que oui, au mois de mars, donc à peu près 10-15 matchs de la fin de la saison régulière, les Bulls sont rachetés par Jerry Reinsdorf, qui mène voilà, un groupe d'investisseurs, mais voilà, c'est lui qui devient l'actionnaire majoritaire des Chicago Bulls. Et sa première décision, il vire le general manager Rod Thorne et il fait venir Jerry Krause, qui était également le general manager des Chicago White Sox, l'équipe de baseball que Reinsdorf avait acheté quelques années avant. Donc il faisait déjà du bon boulot aux White Sox et Krause disait fais-moi aller aux Bulls, je veux être general manager d'une équipe de basket, etc. Donc bon, bah, Reinsdorf lui fait ok, viens aux Bulls avec moi. Donc voilà, les deux Jerry débarquent en ville. Et, euh, et donc voilà, avec Jordan qui a réalisé une super saison, le public qui revient et l'engouement, il y a quelque chose, il y a une base qui est déjà là sur laquelle construire. Donc ils se disent pendant l'été 85, il va y avoir quelques changements. Et déjà au niveau du coach, Stan Albeck arrive à la place de Kevin Loughery. Stan Albeck, beaucoup plus d'expérience, plus de 20 ans de coaching, il était en ABA. En NBA, il a emmené les Spurs et les Nets en playoff sur les quelques saisons avant d'arriver à Chicago. C'est un natif de l'Illinois. Et il arrive avec Tex Winter en assistant coach aussi, donc déjà des changements intéressants parce que lui aussi, énorme expérience. Au niveau des joueurs, Ennis Waitley, qui avait fait une super saison, est envoyé à Cleveland pour récupérer leur pick de draft, qui était Charles Oakley. Donc voilà, ça consolide le secteur intérieur. John Paxson est signé des Spurs via la free agency. Cal Macy arrive, lui aussi il était libre. Et il y a un autre joueur des Spurs qui débarque, un certain George Gervin. George Gervin, légende absolue, 10 ou 11 fois All-Star, légende de l'ABA qui a ensuite fusionné avec la NBA, il est resté aux Spurs, voilà, à ce moment-là c'est le meilleur joueur de l'histoire des Spurs et sans conteste. Ouais, voilà, énorme légende. Bon, le truc c'est qu'il arrive à 33 ans et même s'il sort d'une saison encore à plus de 20 points par match, les Bulls ne sont pas dans l'optique d'en faire une option prioritaire en attaque parce qu'il y a Jordan, il y a Woolridge qui est plus jeune, il y a Quintin Dailey en sortie de banc. Bon, il a du temps de jeu, etc. Mais c'est pas une option prioritaire. Euh, et donc, il y a quand même un autre truc qui se passe pendant l'été, c'est qui concerne Quintin Dailey. Donc, il y a eu des problèmes de drogue, d'alcool, d'indiscipline, etc. tout au long de la saison précédente et des saisons d'avant encore. On en avait déjà parlé dans les vidéos d'avant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va demander de l'aide à Jerry Reinsdorf et les deux vont se trouver des points communs parce qu'en fait, Quintin Dailey a perdu ses deux parents à l'âge de 16 ans et c'est ce qui a enclenché tous ces problèmes de dépendance, d'addiction, de dépression aussi. Et Jerry Reinsdorf a perdu son père quand il était très jeune, donc du coup ça les rapproche et ils passent pratiquement l'été ensemble à discuter de tout, de rien, tu vois, ils refont le monde, ils parlent de la vie, etc. Et ça fait beaucoup de bien à Quintin Dailey qui, quelques jours avant le début du training camp en octobre, appelle Reinsdorf et lui dit écoute, il faut que je décroche, il faut que j'arrête toutes les drogues, les machins, trouve-moi un centre de désintox et j'y vais, parce que là j'en peux plus, si je continue je vais y passer. Donc Reinsdorf euh, utilise un programme que la NBA met en place depuis quelques années, qui est un drug programme où voilà, c'est eux qui envoient donc leurs joueurs dans des centres de désintox. Donc Quintin Dailey part faire ça, mais il va manquer la pré-saison et le début de la saison régulière. Une saison régulière qui débute par 2 victoires, dont une contre les Pistons où Bill Laimbeer met un taquet à Jordan et du coup il y a une baston générale. Donc tu vois déjà en 85 ça part comme ça. Et puis il y a ce fameux troisième match, donc le début d'un road trip à l'ouest, match à Golden State où Jordan se blesse au pied. Les Bulls finissent par gagner ce match, donc ils sont quand même à 3 victoires, 0 défaites pour débuter. Mais voilà, bon bah là évidemment tout le monde ne parle que de la blessure de Jordan qui se pète un os dans le pied gauche.
et qui est donc immobilisé, il a un plâtre, machin, il peut plus bouger. Et on annonce à ce moment-là que pour lui, la saison est terminée, tu vois. Parce que bon, c'est difficile d'estimer le temps de, de guérison de cette blessure. Parce que dans un os au niveau du pied, il n'y a pas beaucoup de sang qui passe, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ils annoncent, voilà, on va la jouer prudent, Jordan ne reviendra pas de la saison. Et lui, c'est la première fois qu'il se blesse et qu'il manque des matchs, il n'en avait jamais loupé, que ce soit en NBA, à l'université ou même au collège. Donc du coup, il est là sur le banc, il piétine, tu vois, il est là, il fait putain, il tient pas en place, quoi, il est super impatient et il regarde son équipe prendre des crevés sans lui. Parce qu'après ce départ 3-0, les 9 matchs suivants, les Bulls en perdent 8. Ils ne gagnent qu'un match, c'est contre les Knicks qui était à 0 victoire, 7 défaites à ce moment-là, donc très faible équipe des Knicks. Donc du coup, en son absence, George Gervin obtient plus de responsabilités offensives et arrive à cartonner, il fait des matchs à plus de 30 points par-ci par-là. Orlando Woodridge continue de faire ses matchs par-ci par-là quand il est bien luné. Quentin Daly revient à peu près vers mi-fin novembre et il commence à apparaître lui aussi en sortant de banc, tu vois, à avoir quelques stats intéressantes. Il y a un match en janvier où il met 38 points en 21 minutes contre les Knicks au Madison Square Garden. Et la semaine d'après, il se pointe pas pour un match contre les Pistons. Et là, Jerry Krause est foudrage. Il dit j'en ai marre de ce mec, il est jamais là, il fait jamais ce qu'il faut, il est toujours dans des problèmes. Moi, je veux le virer. Si la ligue m'autorise à le virer, je le vire. Mais le truc, c'est que la ligue dit non parce que comme il est passé par leur programme de drogue en début de saison, ils le surveillent de près et ils disent il faut qu'il reste dans une équipe. Si vous le virez, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc nous, on le surveille. Mais voilà, il faut qu'il reste dans l'équipe. Donc il ne peut pas être viré. Donc et il y a d'autres joueurs comme ça, Orlando Woodridge, pareil, il se pointe pas à un match, il se prend une grosse amende de la part des Bulls. Euh, il met 44 points au match d'après pour dire ouais mais voilà gars, tu vois, je fais un peu ce que je veux. Donc voilà, il y a toujours ces problèmes d'indiscipline, d'attitude, etc. dans l'équipe. Malgré voilà, George Gervin qui fait ses stats, qui reste évidemment pro, même si à 33 ans il commence un petit peu à entamer son déclin. Euh, Et en fait, la vraie bonne surprise des Bulls, c'est Charles Oakley, qui a été donc récupéré à la draft. Il a été drafté par les Cavs, mais voilà, il y a eu un échange, il arrive aux Bulls. Et à force d'enchaîner les doubles-doubles en sortie de banc, il passe titulaire. Et là, pareil, il fait des matchs à 19 points, 20 rebonds. Excellent rebondeur offensif, il obtient des secondes chances pour son équipe. Très bon défenseur, le mec, il a un physique en plus. Va essayer de le passer en 1 contre 1 dans la raquette. Voilà, il est super mastoc, il met des tampons à tout le monde. Bref, voilà, il y a une vraie belle euh, addition pour les Bulls qui ont encore fait un bon coup à la draft. Donc il finit la saison titulaire, mais ça ne permet pas aux Bulls de décoller, tu vois, ils sont énormément de défaites. Ils se disent, bon bah à mon avis les playoffs c'est encore jouable mathématiquement, mais enfin c'est quand même pas fameux. Et puis Jordan dit, pendant ce temps-là, Jordan lui il allait faire ses rééducations à North Carolina, tu vois, il y a des exercices en piscine pour renforcer son pied, etc. Et puis il recommence à faire des 1 contre 1, puis des 2 contre 2, des 3 contre 3, des 5 contre 5, sans le dire aux Bulls. Il revient à Chicago au mois de mars, et les médecins des Bulls se disent qu'est-ce que t'as foutu là-bas à North Carolina? Putain, il y a ton mollet gauche qui est de ta jambe blessée, il est plus solide que ton mollet droit, il est plus gros, c'est quoi ce bordel? Donc Jordan, il leur avoue qu'il a joué au basket pendant des semaines et des semaines. Et là, les Bulls, ils font putain, mais c'est pas possible, et t'aurais pu te blesser encore plus, et donc ça commence un peu à s'embrouiller. Mais Jordan dit, mais j'ai plus de douleur, je veux revenir, je veux jouer, il reste encore des matchs, on peut éventuellement, tu vois, si on enchaîne des victoires, on peut aller en playoff, moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Et ça commence un peu à s'embrouiller, il y a une réunion avec Reinsdorf, les médecins et Jordan, les médecins disent, t'as 10% de chance de te reblesser si tu rejoues maintenant. Mais Jordan il fait, ouais mais ça fait 90% de chance qu'il va rien se passer, donc laissez-moi jouer, quoi. Je veux y aller, je veux aider l'équipe, etc., je veux qu'on gagne des matchs. Et Reinsdorf lui explique les choses différemment. Il lui dit écoute, si tu as un énorme mal de tête, mais vraiment tu as un gros mal de tête, une grosse migraine, et que je te donne une boîte avec 10 cachets dedans, il y en a 9, donc 90% de chance, qui vont te guérir, et il y en a un, donc les 10% de chance, qui va te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un cacheton au pif et t'essayes ou pas? Et Jordan lui dit ça dépend à quel point elle fait mal, ton mal de tête est putain de violent. Et donc ça continue à s'embrouiller. Jordan insiste, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Donc ils finissent par trouver un compromis où Jordan revient sur les parquets en tant que remplaçant et avec une limite de 14 minutes par match et 7 minutes par mi-temps. Ils vont voir Stan Albeck qui lui fait s'il joue plus de 7 minutes sur une mi-temps, mais une seconde de plus,
tu dégages. Tu es viré sur le champ. Donc pression déjà sur le coach. Jordan fait bon, bah c'est toujours mieux que rien, hein. Il va voir Stan Albeck, il lui fait bon, bah écoute, file-moi 7 minutes par mi-temps, mais pendant ces 7 minutes-là, je vais être à fond. Et le problème, c'est que quand Jordan revient, les Bulls étaient sur 3 victoires, et quand il revient, ils vont perdre 5 matchs de suite. Donc ça va un petit peu compromettre leur chance de playoff, mais c'est encore jouable. Et puis voilà, Jordan, bah, voilà, il fait ce qu'il peut, il retrouve un peu le rythme petit à petit, il fait 2 matchs à 31 points. Et puis il y a ce fameux match à Indiana, que les Bulls doivent absolument gagner pour distancer les Pacers dans la course pour la 8e place, qui sont juste derrière les Pacers. Et à 31 secondes de la fin, Indiana passe devant, les Bulls prennent un temps mort. Il y a 1 point d'avance pour Indiana. Et il reste 31 secondes, mais Jordan a atteint sa limite de 14 minutes. Il est fou furieux sur le banc, il dit à son coach, mais fais-moi rentrer, il reste 30 secondes, qu'est-ce que c'est 30 secondes? Je vais pas me... Allez, mais remets-moi pour 30 secondes. Et Stan Albeck lui fait, mais je peux pas, ils sont là, gars, il y a Jerry Krause, il est là, s'il me voit me foutre sur le parquet, je suis viré. Moi ce soir, je vide mon casier, c'est fini. Donc Jordan, bon, bah, il reste sur le banc. Heureusement, finalement, John Paxson inscrit le panier de la victoire. Et derrière, sur les 10 dernières secondes, ils arrivent à défendre suffisamment bien pour empêcher Indiana de marquer. Et ils s'imposent à Indiana. Et puis ça permet au final aux Bulls de se qualifier en playoff. Donc du coup, à ce moment-là, Jordan, sur les tout derniers matchs, commence à obtenir un peu plus de temps de jeu. Il retourne dans le 5 de départ, etc. Et donc là, les playoffs, avec pourtant un bilan qui est franchement exécrable, hein, 30 victoires, 52 défaites, c'est franchement pas fameux, mais voilà, à ce moment-là, ça suffit pour obtenir la 8e place et avoir l'insigne honneur d'affronter les Boston Celtics. Les Boston Celtics 85-86, probablement une des meilleures équipes défensives de tous les temps. Même Larry Bird a dit, c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué de toute ma carrière. T'as Larry Bird, t'as Kevin McHale, t'as Bill Walton, t'as Danny Ainge, t'as Rick Carlisle, t'as Dennis Johnson, t'as Robert Parrish, une équipe mais monumentale avec des Hall of Famers dans tous les sens, des All-Stars, un carnage absolu. 67 victoires sur la saison, donc ils sont évidemment favoris face à ces pauvres Bulls qui se disent bon bah on va se faire... Bon, allez, tout le monde annonce que les Bulls vont se faire mais pulvériser. Donc, mais voilà, Jordan revient en forme à ce moment-là, il est de retour dans le 5 de départ, il n'a pas de restriction de minutes. Et il se dit, bah moi je vais leur montrer. Et dès le match 1, il les attaque, il leur fonce dedans, tu vois, il attaque le cercle à fond, il provoque les fautes, les lancers, il met des lay-ups avec la planche, il attaque ligne de fond, les mecs font des prises à 2 avant la ligne à 3 points, hop, lui il esquive, il va tellement vite qu'il se faufile entre les deux, il va au cercle. En 1 contre 1, tu vois, il la joue physique, il met des fadeaway jumpers, enfin il met une misère totale à tous les Celtics. Et il finit avec 49 points sur ce match-là, mais Boston est beaucoup trop fort et s'impose assez aisément, 123-104, donc 19 points d'avance. Mais tout le monde retient, bah voilà, Jordan a mis 49 points quand même face à une défense des Celtics qui est quand même très très solide, donc c'est quand même pas anodin. Et au match 2, ça va être encore plus flagrant. Dès le début, quoi, dès les premières possessions, attaque du cercle, panier avec la planche, provoque des lancers, des cuts lignes de fond, mais vraiment il leur fait une misère totale, il leur sort toute la panoplie, jump shoot, attaque du cercle, dunk en contre-attaque, enfin bref. Peu importe qui tu mets sur Jordan ce soir-là, il est intenable, il est inarrêtable. Dennis Johnson, un des meilleurs défenseurs de la ligue, il lui met des séries de dribbles, il lui shoot sur la tête, il provoque des fautes. Johnson, il a 4 fautes au début, enfin assez tôt dans le 3e quart-temps. Tu lui mets Larry Bird, puis lui mets des dribbles sur la tête, des shoots sur la tronche, il le déborde. Avec les problèmes de faute, ils finissent même par lui mettre des intérieurs qui vont tête de raquette pour essayer de le bloquer. Mais Bill Walton, il se fait prendre en vitesse, il fait faute, du coup il se retrouve avec 5 fautes assez rapidement. Kevin McHale, pareil, enfin, ils tentent tout ce qu'ils peuvent, les Celtics, mais Jordan est intenable, proprement intenable. Chaque fois qu'il part au cercle, t'as l'impression que ça rentre, il enchaîne les paniers, il provoque des lancers, il défie le lancer franc. Dennis Johnson sort pour 6 fautes, Bill Walton sort pour 6 fautes, et Jordan arrache la prolongation avec 2 nouveaux lancers francs sur le buzzer. Il les met et ça met le match en prolongation. À ce moment-là, il a déjà plus de 50 points, et tout le monde est là, putain, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et le festival continue en prolongation avec des shoots encore... Voilà, des attaques du cercle, etc. Il égalise à 131-131 dans la dernière minute d'une 2e prolongation.
Et à ce moment-là, ça lui fait 63 points, ce qui est le record absolu sur un match de playoff. Ça n'avait jamais été fait avant, ça n'a jamais été fait après. Et le tout sans un seul panier, sans un seul tir pris à 3 points, quoi. 0 sur 0 à 3 points, maintenant tu te dirais c'est improbable, mais à l'époque, voilà, ça ne shootait pas beaucoup à 3 points. Et Jordan, c'était surtout pas sa spécialité. Il finit à 22 sur 41 au shoot, 19 sur 21 au lancer franc, 63 points, une marque colossale, mais malheureusement les Celtics finissent quand même par s'imposer 135-131 avec de layups en fin de match et mènent 2-0 dans la série. Mais voilà, tout le monde ne parle plus que de Jordan qui a mis ce score extraordinaire, 63 points, record absolu, face aux Celtics en plus, qui est une des meilleures défenses de l'histoire de la NBA. Bref, voilà, tout le monde ne parle que de ça. Mais bon, le problème c'est qu'au match 3, probablement un peu fatigué, Jordan est limité à 19 points et seulement 3 lancers francs. Et voilà, il attaque beaucoup moins le cercle, on lui donne beaucoup moins de coups de sifflet, etc. Et malgré les 23 points de John Paxson, c'est une nouvelle défaite et Boston met un sweep. Euh, Somme toute logique, hein, parce que voilà, Jordan a fait des performances individuelles monstrueuses, mais voilà, il était un petit peu tout seul. Bon, Oakley a fait de bons matchs, mais voilà, ça suffit pas face à une équipe des Celtics avec autant de talent, autant de Hall of Famer à tous les postes, etc. Donc voilà, Boston d'ailleurs finira champion quelques semaines plus tard, sans grosse difficulté. Mais voilà, Jordan a clairement, voilà, avec ses deux matchs 49 et 63 points, toutes les lumières sont sur les Bulls. Et là voilà, encore plus que la saison d'avant, Reinsdorf et Jerry Krause se disent, bon bah là, va falloir construire autour du gamin parce que avec ce qu'il nous montre, ouais, c'est clair que c'est l'avenir. Donc il y a encore énormément de manœuvres dans, cette, dans cet été 86. Déjà un nouveau coach, mais alors cette fois-ci avec aucune expérience NBA, aucune expérience du coaching. Doug Collins débarque, il vient de terminer sa carrière de joueur il y a une ou deux années auparavant. Et à 34 ans, il devient le coach le plus jeune de la ligue, hein, à ce moment-là. Bon, Tex Winter reste un assistant pour apporter son expérience. Mais il y a aussi énormément de manœuvres au niveau du roster. Orlando Woodridge, fin de contrat, dégage. Quentin Daly avec tous ses problèmes, fin de contrat, dégage. Cal Macy, non, plus Cal Macy, parce qu'on l'a viré la saison d'avant. Non, si, encore la Cal Macy. Donc il s'en va aussi, il était libre. Sidney Green, qu'on avait drafté 2 ans avant, mais était trop souvent blessé, hop, il s'en va aussi. À la draft, le seul joueur qu'on récupère à la draft, c'est Brad Sellers. Après, le reste, c'est pas vraiment. Voilà, pareil, il y avait encore 6 ou 7 tours de draft à ce moment-là, mais bon, les joueurs d'après n'ont pas fait partie de l'équipe. Donc, juste Brad Sellers à la draft. Et il y a eu tellement de mouvements que pour le premier match de saison régulière à New York, le 5 de départ des Bulls, c'est juste improbable. Donc, tu as Michael Jordan, tu as Charles Oakley, mais les trois autres, Granville Waiters, qui exactement, Earl Cureton, quoi. Ouais, et voilà, et, et Steve Coulter. Mais c'est qui ces types, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, en voyant ces 5 de départ, les spécialistes disent, ouais, ben, ça va encore être une année où voilà, c'est Jordan et puis 11 autres types pour faire le nombre, quoi. Et ce soir-là, assez tard dans le match, il y a les Knicks ont une dizaine de points d'avance et Doug Collins dit, bon ben, c'est mal engagé, mais Jordan vient le voir sur le banc et lui fait, écoute, il est hors de question que je te laisse perdre ton premier match en tant que head coach, donc t'inquiète pas, fais-moi confiance. Jordan se met à enchaîner les points en fin de match, il finit avec 50 points et les Bulls s'imposent 108-103 sur le parquet des Knicks pour débuter la saison régulière. Et, euh, et c'est le point de départ voilà, d'une relation entre Jordan et Collins qui va être particulière, parce que voilà, Collins, avec son peu d'expérience, il a dit pendant tout l'été, moi, mon but, c'est de faire en sorte que Jordan devienne le meilleur joueur de la ligue et que cette équipe soit capable de viser un titre, pourquoi pas, dans les prochaines années. Voilà, développer tout ça. Mais ma stratégie, c'est de jouer vite et de profiter des qualités athlétiques de Jordan pour aller vite attaquer de l'autre côté. Et voilà, il va avoir tous les ballons. Et effectivement, Jordan a tous les ballons en main. Chicago débute par 6 victoires, 3 défaites, ce qui est plutôt un début intéressant. Et Jordan a absolument tous les ballons en main, on profite de ses qualités athlétiques et d'un jump shoot à 5-6 mètres qui fait ravage. Voilà, que personne a vraiment trouvé la parade pour contrer ce shoot-là, parce qu'il est très adroit à mi-distance quand même, Jordan. Et du coup, voilà, il a tous les ballons et il va absolument cartonner, mais tout le monde. Il y a un match fin novembre
sur le parquet des Lakers où il met 41 points. Et c'est le premier match d'une série de 9 matchs de suite où il met 40 points minimum. Donc il en met 45 face à Utah, 43, 42, 41, enfin il cartonne tout le monde. Euh, Face aux Bucks, après cette série de 9 matchs, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, il va faire un de ses pires matchs en carrière contre les Bucks, il va être à 3 sur 18 au tir, il va finir avec 11 points. Mais les deux matchs suivants, il fait 41 et 41 encore. Donc sur une série de 12 matchs, il en a fait 11 à 40 points minimum. Donc il cartonne absolument toutes les défenses possibles et inimaginables que tu lui mets sur la tronche. Euh, et, et les Bulls, voilà, malgré tout, voilà, ça reste assez irrégulier, parce que voilà, Jordan fait tout, mais derrière lui, à part Charles Oakley qui continue de faire une saison sophomore de très grande qualité, où il enchaîne les double-doubles, il fait des, euh, voilà, avec Dave Corzine, leur entente défensive à l'intérieur s'améliore et les Bulls deviennent une équipe beaucoup plus défensive. Et puis il y a aussi John Paxson qui a au fil de la saison pris le poste de meneur titulaire et ça aide beaucoup Jordan parce que euh, grâce à cette capacité de shooter de loin qui est très rare en NBA à l'époque parce que la ligne à 3 points est arrivée en NBA en 1979 et même encore en 85-86, pas beaucoup de monde shoot de manière régulière à 3 points. Tu vois, tu regardais les stats en fin de match, l'équipe, au total, ils ont pris 6 ou 7 tirs à 3 points, un grand maximum, tu vois, à l'époque. Tu vois, c'est sûr, maintenant, c'est, chaque joueur prend 5 ou 6 tirs à 3 points, donc forcément, c'est différent. C'est 40 ans en arrière, c'était pas pareil. Et, euh, et donc, John Paxson fait partie de ces rares joueurs à l'époque qui ont vraiment une bonne adresse à 3 points, excellent shooter. Donc, du coup, tu vois, tu vois, maintenant, tu rigoles de ça, mais à l'époque, il faisait des matchs à 3 sur 5 à 3 points, 3 sur 6, 2 sur 4. Et à l'époque, voilà, c'était des super productions derrière la ligne à 3 points, tu vois. Et du coup, comme il est très adroit devant, il étire les défenses, donc ça offre encore plus de liberté à Jordan qui prend moins de prises à deux et qui peut encore plus attaquer le cercle, provoquer des lancers. Donc, euh, ça commence à prendre forme, tu vois, avec Oakley, Corzine, Jordan, Paxson. Il y a une base qui se met en place. All-Star Game, les Bulls sont 22 victoires, 23 défaites et Jordan remporte le concours de dunk face à Dominique Wilkins avec des dunks absolument monstrueux et qui ont fait le tour du monde et qui ont participé à sa renommée. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce concours de dunk. Mais enfin bref, voilà, le duel Jordan-Wilkins a été absolument exceptionnel et du coup, ça a donné encore plus de notoriété à la ligue aussi et à Jordan, qui est déjà de toute façon parmi... Et donc, après le All-Star Game, cet ensemble va devenir tu vois, la cohésion va se faire et ils vont devenir une équipe de plus en plus solide défensivement, grâce aussi, voilà, avec Jordan et Paxson en premier rideau, qui sont des joueurs qui savent lire le jeu adverse, anticiper les passes, intercepter. Et puis tu vois, Paxson, c'est un besogneux, il va au contact, il provoque les fautes offensives, tu vois, il met quelques coups aussi. Donc du coup, ce duo Jordan-Paxson est assez équilibré à l'arrière. Si tu arrives à les passer, il y a Oakley qui te met un taquet, donc voilà. Et puis donc au final, les Bulls empochent 40 victoires, finissent à 40 victoires, 42 défaites, avec Jordan qui cartonne, mais qui continue de pulvériser absolument tout le monde entre le All-Star Game et la fin de saison. Il met 58 points contre les Nets, avec un match où il fait 26 sur 27 au lancer franc. Il en met 61 contre les Pistons début mars. Quand il joue Philadelphie, il en met 49 points et 56 points. Indiana leur en met 53, les Bucks 50. Et à l'avant-dernier match de la saison régulière contre Atlanta, il en claque encore 61. Et ce match-là lui permet d'atteindre et de dépasser la barre des 3000 points inscrits en saison régulière, ce qui est un total absolument monstrueux. Et il termine la saison avec 37,1 points de moyenne, ce qui est la 5e meilleure perf de l'histoire. La 5e meilleure moyenne de points sur une saison régulière dans l'histoire de la ligue. Et les 4 plus fortes performances, c'est tout Will Chamberlain. Seul Will Chamberlain a fait des saisons en NBA en scorant plus que Jordan. Voilà. Donc l'exploit est monumental, et d'autant qu'en plus, il est deuxième de la ligue aux interceptions, donc il est largement meilleur scoreur, avec 37,1 forcément. À 2,9 interceptions, il est deuxième de la ligue. Il est 17e au contre. C'est ça qui, tu vois, dans une ligue où tu vois, il y a énormément de pivots, des mecs pour défendre. Il est dans le top 20 au contre aussi, ce qui montre à quel point il est impliqué au niveau défensif.
Pendant ce temps-là, Charles Oakley est le deuxième meilleur rebondeur de la ligue, parmi les tops au niveau des rebonds offensifs aussi. Donc bref, voilà, il y a quand même une base. Et les Bulls, donc avec 42 victoires, 42 défaites, se retrouvent une nouvelle fois en playoff, mais une nouvelle fois face aux Celtics. Et là, euh, autant l'année précédente, les cartons de Jordan avaient fait dire, bon ben c'est un peu Jordan contre, tu vois, tout seul contre l'armada des Celtics. Et cette saison-là, donc un an après, ce sera encore plus mis en lumière, même si voilà, Jordan met 42 points au match 2 par exemple, et il tourne à 35 points sur la série, mais ce sera un nouveau sweep de la part de Boston avec qui aura 6 ou 7 joueurs qui vont tourner à plus de 16 points, donc le danger va venir de partout, alors que de l'autre côté, bon, ben, Paxson fait ce qu'il peut, mais c'est limité. Il est très bien défendu. Charles Oakley, bon, bah, face à tous les intérieurs de Boston, il a un peu de mal aussi, même s'il fait ses matchs. Mais voilà, tu vois que les Bulls ont beaucoup de mal à exister autrement que par Jordan qui met ses points, quoi. Et c'est là que les Bulls se disent, bon bah on vient de se prendre 2 sweeps de suite par Boston. On a gagné un match de playoff en 3 ans. Mais voilà, on est sur une équipe qui est en train de... Voilà, on est passé de 30 victoires la saison d'avant, 40 victoires cette saison-là. Il y a quand même voilà, des bases sur lesquelles s'appuyer. Mais il est clair qu'il faut mieux entourer Michael Jordan. Et ça tombe bien, parce que au moment où de se pointer à la draft 1987, les Bulls ont 2 choix au premier tour. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que celle-ci est déjà immensément longue. Et là j'en peux plus de parler, j'ai soif. Et donc, juste, voilà, je vais évidemment faire des vidéos sur l'histoire des Bulls avec Michael Jordan, parce que voilà, c'est obligé, c'est la plus grande partie, c'est la partie la plus intéressante de l'histoire des Bulls. Mais il est forcément, enfin, il est obligé qu'il y ait des trucs que je vais mettre de côté. Je peux pas donner toutes les anecdotes à droite, à gauche. Il y a forcément des trucs que je vais pas développer, parce qu'avec Jordan, il faudrait pratiquement que j'y fasse match par match, saison par saison, tu vois, et ça va faire des vidéos de 3 heures et je peux pas. Là, ça fait presque 40 minutes, il faut que je boive, j'en peux plus. Donc, non, il y a forcément des trucs que je vais mettre de côté, des petites anecdotes, des trucs comme ça. Mais je pense quand même que cette vidéo est déjà suffisamment complète. Hein. En tout cas, je l'espère. Donnez-moi vos avis si vous pensez que j'aurais pu développer sur d'autres trucs. Et après, je peux toujours faire d'autres vidéos pour développer sur un sujet précis. Hein. Mais toujours est-il que voilà, sur les 3 premières saisons de Jordan au Chicago Bulls, on a vu à quel point tu vois, l'engouement au Chicago Stadium et dans la ligue et dans les USA se focalise sur Jordan, bah, qui a déjà marqué la ligue de son empreinte après 3 saisons. Comme je disais, rookie de l'année aisément, 37 points par match sur sa 3e année alors qu'il a 24 ans. Quoi. Donc forcément, il y a de quoi aborder, il y a de quoi parler, il y a des sujets à aborder. Toujours est-il que voilà, on va continuer de développer tout ça au fur et à mesure des vidéos, donc très prochainement. En attendant, et ben, comme d'habitude, voilà, restez chez vous, restez en bonne santé, regardez les épisodes de The Last Dance parce que c'est fabuleux, il y a les épisodes 3-4 qui arrivent très bientôt, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, go Bulls!